Alors, l'installation de la symptomatologie. Donc, les 6 premiers mois. Dans la majorité des cas, l'évolution n'a pas inquiété les parents. À 6 mois, il y a peu de différences comportementales chez les enfants qui vont développer un TSA. Il y a eu plusieurs études qui l'ont montré. Cependant, dans certains cas, sont repérés ou vont être rapportés par la suite des troubles du regard, l'absence ou la relative rareté du sourire social, des faibles réactions au son ou à la voix, parfois un défaut d'ajustement postural, des bébés qui peuvent être un peu hypotoniques ou au contraire qu'on a du mal à tenir dans les bras parce qu'ils se lovent pas, ils sont plutôt hypertoniques. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça, mais ça n'est pas spécifique et ça n'est pas le cas le plus souvent. Après 6 mois, on voit apparaître progressivement des différences développementales avec un faible intérêt pour les personnes, une faible manipulation des jouets ou répétitive, avec parfois d'ailleurs plus de fixation sur les objets que sur les personnes. Les parents, après, les décrivent souvent comme des bébés qui ont été très observateurs, avec peu d'initiative motrice. S'il y a quelque chose à attraper un peu plus loin, ils ne vont pas forcément essayer d'aller le chercher. Et puis, là, c'est la période des lalations et il y a absence, rareté ou monotonie des lalations. C'est des choses qui commencent un petit peu à inquiéter. La deuxième année, eh bien, les inquiétudes parentales apparaissent et ou s'intensifient, alternant avec des moments de réassurance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi vraiment avoir en tête, c'est que les parents sont à la fois très inquiets, qu'ils le disent ou pas, ils sont très inquiets quand ils perçoivent des choses qui leur donnent l'impression que le développement de leur enfant n'est pas normal. Et puis, ils essayent de se rassurer, comme toujours quand on est inquiet. Donc, comme l'évolution des enfants dans ces phases-là, elle est très fluctuante, qu'un jour, ils peuvent être plus disponibles, plus dans l'échange, et puis le lendemain, moins. Quand ça va un petit peu mieux, forcément, ils se rassurent en se disant « ça y est, là, maintenant, voilà ». D'autre part, il y a l'entourage aussi qui essaye de les rassurer, c'est tout à fait naturel. Donc, il faut bien avoir en tête ces oscillations dans les inquiétudes parentales et également dans l'état des enfants. Il faut aussi avoir en tête que durant cette phase-là, les signes dits positifs de l'autisme peuvent être discrets ou fluctuants. En particulier, les stéréotypies importantes, elles ne vont pas forcément être déjà en place. Donc ça peut être des tableaux beaucoup plus discrets, parce que si l'enfant arrive dans votre bureau et qu'il commence à faire tourner les assiettes de la dinette, vous avez tout de suite l'œil attiré. Mais voilà, même ceux qui ne font pas ça, il faut aller chercher par l'examen clinique. Ce qui est très important à cette période-là, c'est la mise en place ou le retard d'apparition des marqueurs de communication. On va y revenir. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est saillant au premier coup d'œil. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est amené comme un signe d'appel. Mais c'est ce qu'il va falloir rechercher dans l'examen clinique de dépistage. Alors on va détailler un petit peu cette deuxième année avec les 3 axes dont j'ai parlé tout à l'heure. La communication. Alors, souvent, absence ou retard de langage. Alors, petit rappel, les grandes étapes, c'est les mots isolés vers 16-18 mois, le mot phrase vers 24 mois. Et puis là, ce qui est remarquable, c'est que si le langage est absent ou limité, on ne note pas de tentative de communiquer et de compenser par la mimique ou le geste. Ça, c'est ce qui fait la différence avec des enfants qui peuvent avoir un trouble sensoriel, une surdité, ou qui peuvent avoir un trouble spécifique du langage de type dysphasie, qui se diagnostiquera beaucoup plus tard, mais les enfants qui ont ce style de trouble, ils vont essayer de compenser leur manque de langage par les autres voies de communication. Si le langage est présent, il faut toujours vérifier qu'il est bien adressé. J'avais une question dans mes consultations que j'utilisais pratiquement à chaque fois, c'était comment votre enfant demande. Alors, parfois, les parents vous disent il n'y a pas de problème, on le comprend très bien. C'est souvent ça d'ailleurs. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'en tant que parent, on s'adapte aux particularités de son enfant, et effectivement, on arrive à décoder une partie. Mais si sa façon de demander des petits gâteaux, c'est d'aller trépigner devant le placard où sont les petits gâteaux, la maman, elle va comprendre, mais elle sera un petit peu la seule.
parce qu'elle, elle sait ce qu'il y a dans le placard. Et ça, ce n'est pas un mode de communication adapté, même à cet âge-là. Donc, il faut détailler les réponses des parents à cette question. Il y a aussi les parents qui vous disent, qui réfléchissent un peu, puis qui disent, en fait, il ne nous demande pas très souvent, mais il est très dégourdi, il préfère faire tout seul. Ça aussi, ça doit attirer notre attention. C'est bien d'être dégourdi, mais parfois, c'est aussi, là, dans ces cas-là, ce que ça marque, c'est que c'est plus simple pour l'enfant de se débrouiller sur le plan moteur par lui-même que de faire une demande qu'il ne sait pas faire. Une autre compétence qui se met bien en place à cet âge-là, c'est l'imitation, puis qui est essentielle, parce que l'imitation est à la fois un grand facteur d'apprentissage chez tout le monde, et aussi, dans la petite enfance, c'est un outil de socialisation extraordinaire. C'est Jacqueline Nadel qui travaille sur l'imitation depuis très nombreuses années et qui, il y a déjà de nombreuses années, a bien montré avec des petits films qu'elle a pu réaliser dans les crèches et haltes garderies, où on voit bien que quand... alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui travaillent dans ce style de structure, donc ça va vous parler, j'espère, mais que quand un enfant dans ces âges-là fait une activité joue avec un jouet d'une façon ou d'une autre, on peut voir un autre enfant, si le matériel est en plusieurs exemplaires, qui va prendre le même jouet, puis qui va venir à côté, puis qui va faire la même chose. En langage bébé, ça veut dire ce que tu fais m'intéresse, est-ce que je peux jouer avec toi? Et c'est ce qu'on ne voit pas apparaître chez ces enfants qui vont ensuite être diagnostiqués TED. Donc là aussi, l'imitation, pendant très longtemps, dans les milieux psy, on disait il fait ceci ou il fait cela, mais c'est en imitation. Et on trouvait que ça ne valait pas vraiment parce que ce n'était pas authentique. Mais on ne s'était pas vraiment penché sur les sciences du développement et de l'apprentissage qui montrent comment cette fonction d'imitation elle est essentielle et que quand elle est absente, les gens sont très en peine. Un autre point sur lequel il faut faire attention, surtout si l'enfant semble développer un langage à peu près dans les temps, en expression, c'est la communication réceptive. Et l'un des premiers signes, alors là, l'un des signes mais archi courant, c'est la non-réaction ou la réaction irrégulière à l'appel du prénom. C'est des choses qu'on voit à partir du moment où les enfants se déplacent. Moi, dans mon expérience, très souvent, avant de venir me voir, les gens étaient passés voir l'ORL. Ils avaient bien fait parce que sinon, je les envoyais chez l'ORL. Parce que ça, c'est le premier diagnostic différentiel. Mais très souvent, ça fait partie d'ailleurs des questions diagnostiques dans certains outils, c'est est-ce qu'à un moment ou l'autre, vous vous êtes demandé si votre enfant n'était pas sourd? Et en général, les parents se disent, il ne répond pas, il ne tourne pas la tête quand on l'appelle, il ne réagit pas, donc il ne doit pas entendre. Donc ils vont chez l'ORL, et là, l'ORL leur dit, il entend bien. Et là, les gens se disent, ça va être plus compliqué, et ils viennent nous voir. Alors, le deuxième axe, les interactions sociales. Qu'est-ce qu'on va observer dans cette deuxième année? Signe majeur, c'est le peu d'intérêt ou l'absence d'intérêt pour les personnes. En particulier pour les enfants du même âge, alors que spontanément, vers cet âge-là, ils sont quand même très attirés les uns par les autres. Il y a aussi les réactions à l'approche d'autrui, qui sont souvent atypiques. Ça peut être de l'indifférence, ça peut être du retrait, parfois du retrait actif, ça peut être aussi une inadaptation, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être pousser, parce qu'ils n'ont déjà pas les codes sociaux, donc ils ne savent pas comment on relationne. Donc, ça peut être des réactions qui peuvent être mal interprétées, du coup. Alors, dans les interactions sociales, les expressions du visage, elles comptent beaucoup pour transmettre nos émotions, et puis nous, on les décode sur le visage des autres. Là aussi, ce sont souvent des enfants qui ont une faible expressivité du visage. Les particularités du regard, et puis 2 points sur lesquels je voulais un petit peu m'arrêter, qui sont les fameux marqueurs de mise en place des fonctions de communication, que sont et d'interaction sociale d'ailleurs, que sont l'attention conjointe et le partage d'intérêts. Pour ça, il y a les 2 faces de la médaille. Il y a d'une part quelque chose que les enfants de 18 mois sont capables de faire, c'est le pointage dit proto-déclaratif. Le pointage, il y a le pointage impératif, l'enfant voit un truc qu'il veut et c'est comme ça c'est impératif. Les enfants avec TED parfois n'ont pas accès à ça, mais parfois ils ont accès à ça. Par contre, ce qui est un marqueur vraiment de
communication sociale, c'est le pointage déclaratif. C'est-à-dire, je vois quelque chose à distance qui m'intéresse, je suis avec maman et j'ai envie de partager mon intérêt avec maman. Par exemple, je suis dans ma poussette, c'est l'après-midi et je découvre qu'il y a la lune dans le ciel. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, même si je ne parle pas encore, je vais faire des sons, je vais me tourner vers maman, je vais essayer de capter son regard, je vais tirer sur son jean jusqu'à ce qu'elle me regarde. Et quand elle va me regarder, je vais lui montrer en faisant des petits sons joyeux. Et ensuite, je vais encore regarder les yeux de maman pour être sûre qu'elle a bien suivi ce que je lui montrais et voir, elle, est-ce qu'elle partage mon intérêt. Donc ça, c'est ce que font les enfants de 18 mois. Et c'est quelque chose qui, vraiment, c'est un marqueur de la mise en place d'une communication qui se déroule bien. C'est pas un signe d'appel, les parents ne vont pas venir consulter en disant « mon enfant ne fait pas le pointage déclaratif », ça c'est sûr. Mais les professionnels, il faut vraiment qu'on ait ça en tête, parce que c'est quelque chose que ne font pas les enfants qui vont être diagnostiqués TED. Donc ça, c'est le côté expressif, je dirais, du partage d'intérêt, c'est-à-dire je vois quelque chose qui m'intéresse et du coup je suis avec quelqu'un qui m'importe et du coup j'ai envie de partager. Et puis dans l'autre sens, il y a aussi comment ils reçoivent les mouvements des autres pour partager leur attention. C'est-à-dire par exemple le parent dit je vais te lire Poppy. Venir lire Poppy avec papa ou maman, c'est de l'attention conjointe et du partage d'intérêt. Ou quand on montre quelque chose et que la personne regarde, c'est du partage d'intérêt. Là aussi, c'est souvent très difficile. Il y a donc la lecture. Moi, j'utilisais souvent je demandais souvent aux parents est-ce qu'ils s'intéressent aux livres. Alors, dans certains cas, les parents disaient non. Et puis dans d'autres cas, il disait ah oui, ces livres, il adore, il en a plein, il les regarde tout le temps, ok. Mais quand vous voulez lui lire une histoire, ça c'est beaucoup plus compliqué. En règle générale, voilà, lire une histoire au petit, c'est très compliqué, mais lui montrer quelque chose et qu'il le regarde, c'est très compliqué. Troisième axe, c'est les comportements, activités, centres d'intérêt. Alors, il peut y avoir peu de jeux, mais il peut y avoir des jeux. Ces jeux peuvent être atypiques, avec un usage inhabituel des jouets et des objets. Il y a beaucoup d'exemples. Je parlais tout à l'heure des assiettes de la dinette qui sont utilisées pour les faire tourner, par exemple. Ça peut être la focalisation sur les détails, les petites voitures qui, au lieu de les faire rouler, exemple très très classique, l'enfant fait tourner les petits trous devant ses yeux, ce qui est une recherche sensorielle d'ailleurs. Parfois, il y a peu d'initiatives, peu d'activités. Et en tout cas, les activités, qu'elles soient atypiques ou qu'elles soient typiques, c'est-à-dire que par exemple, l'enfant fait peut-être rouler les petites voitures, ce qu'il faut aussi rechercher, c'est est-ce qu'il n'y a pas un caractère extrêmement répétitif et monotone de ces activités. Parce que s'il a des activités atypiques, on va tout de suite le voir, la façon d'utiliser les objets, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui ne se révélera qu'en le voyant plusieurs fois ou en parlant aussi avec les parents qui vont vous dire « Ah bah oui, là, les petites voitures, il adore ça, mais alors il fait que ça toute la journée, il les fait rouler sur toutes les surfaces de la maison. » Donc, c'est un usage ordinaire de l'objet, par contre, c'est un usage beaucoup trop répétitif. Donc voilà, donc les centres d'intérêt qui peuvent être inhabituels par leurs caractéristiques, les reflets, les mouvements des machines, les enfants qui vont s'asseoir devant la machine pendant qu'elle tourne et qui peuvent rester des heures et des heures. Ça peut être aussi inhabituel par l'âge de survenue. Et là, je ferai une petite vignette sur l'affaire des chiffres et des lettres. Parce que ça fait très longtemps que les parents arrivent des fois avec des petits-enfants qui ont l'air plutôt d'avoir un retard global, qui ne parlent pas, et puis les parents vous disent « mais vous savez, il connaît son alphabet ». Alors là aussi, moi j'ai le souvenir dans mon passé, je me disais les parents se font des illusions, ou pire encore, les parents font du forcing. Eh bien, pas du tout. Finalement, en voyant les choses d'un œil un peu différent, on s'aperçoit que beaucoup de ces petits-enfants sont très intéressés par les lettres, en particulier, certains par les chiffres, avec un intérêt qui est tout à fait inhabituel dans le sens qu'il est beaucoup trop répétitif, et puis qu'il n'est pas du tout dans un but social d'apprendre à lire ou quoi que ce soit, mais par contre, ils apprennent des choses de cette façon-là. Après, c'est
aux accompagnants de les aider à en faire un vrai apprentissage qui leur sera très utile dans la vie. Moi, je pense que les lettres, c'est quelque chose, ce sont des petits détails visuels. Ils sont très intéressés et très performants sur les détails visuels et qu'il y en a partout. À peu près dans n'importe quelle pièce où vous soyez, vous n'aurez qu'à regarder autour de vous. Il y a de l'écrit en général. Donc je crois que certains, effectivement, prennent ça, c'est leur centre d'intérêt autistique. Ce n'est pas les parents qui ont fait quelque chose qu'il ne faut pas, et c'est quelque chose sur quoi il faut rebondir, quoi. Alors, beaucoup des activités répétitives sont aussi liées à des recherches autosensorielles, beaucoup de recherches visuelles, hein, les petits trous des voitures devant les yeux, des petites ficelles, regarder s'ils voient des poussières dans des rayons lumineux, ça peut être aussi tactile, ça peut être vestibulaire, voilà. Et puis, il peut y avoir des stéréotypies gestuelles. Mais pour les stéréotypies gestuelles, je dirais que c'est la partie émergée de l'iceberg et qu'il ne faut pas les attendre pour penser que peut-être l'enfant a un problème dans le développement de sa communication sociale. Je reprends un petit message d'alerte qui est dans les recommandations. Voilà, l'absence de babillage, pointage et des autres gestes sociaux, coucouche, etc., à 12 mois, l'absence de mots à 18 et de mots-phrases à 24, ce sont des signes d'alerte, ce ne sont pas des signes prédictifs d'un TED. Hein. Et puis un signe d'alerte très important, c'est la notion de régression. La perte de langage ou de compétences sociales vraiment installées, quel que soit l'âge, c'est quelque chose qui doit faire réagir très très vite parce que assez souvent on est sur des problématiques avec des aspects neurologiques dont certains sont traitables par un traitement médicamenteux. Je pense à certaines formes d'épilepsie qui ne se présentent pas comme l'épilepsie de l'adulte chez l'enfant, qui peuvent être nocturnes et qui peuvent être très très désorganisantes. Donc là, il faut réagir très vite. Et puis, il y a aussi le syndrome de Rett qui va sortir du TSA, qui était auparavant dans les TED, mais qui est plutôt une maladie neurodégénérative, où il y a une notion de régression franche. Alors dans cette deuxième année, donc, il faut rechercher ces signes dont nous avons parlé, mais on peut avoir aussi, et les signes d'appel peuvent être, il y a beaucoup d'autres manifestations, alors beaucoup moins spécifiques, mais qui peuvent s'observer. Donc des signes d'hyper ou d'hyposensibilité concernant un ou plusieurs sens. Donc on y reviendra cet après-midi sur cette question du sensoriel, c'est très très important. Et c'est une façon de lire les choses qui est extrêmement pertinente. Ensuite, le niveau d'activité. On peut voir tout, allant de l'agitation incessante qui parfois va masquer les troubles sous-jacents de communication. L'enfant va tellement vite qu'on ne va pas avoir le temps de vraiment bien regarder s'il est dans le partage d'intérêts et dans l'attention conjointe. Mais ça peut aller au manque d'initiative, voire même à l'apathie apparente. Il peut y avoir des colères qui peuvent être intenses, qui peuvent même aller jusqu'à vers de l'hétéro et ou de l'auto-agressivité. Ces colères sont à mettre elles ne sont pas non plus, ce n'est pas un signe spécifique des TED du tout, comme l'ensemble des troubles du comportement d'ailleurs. Par contre, c'est des colères qui sont en général liées au fait que l'enfant ne comprend pas bien ce qui se passe autour de lui, il ne comprend pas les attentes. Et d'autre part, il n'a pas d'outils pour se faire comprendre, même sur ses besoins les plus fondamentaux. Donc ça énerve. Et chez certains, donc ça va se manifester par de fortes colères. Et ça, vraiment, c'est pour plaider en faveur du dépistage et du démarrage d'intervention le plus précoce possible et le plus adapté, même pendant qu'on est encore dans le processus diagnostique. C'est qu'à partir du moment où on adapte certaines choses autour de l'enfant pour qu'il comprenne mieux ce qui se passe et puis qu'on lui donne des outils pour communiquer sur ses besoins, en général, on voit les colères diminuer rapidement. Les troubles du sommeil, beaucoup de troubles du sommeil. Il y a eu pas mal d'études qui ont montré qu'il y avait chez certains d'entre eux des problèmes de sécrétion de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone que nous sécrétons avec en particulier un pic le soir et qui nous permet de bien dormir la nuit. Et donc il a été observé de l'absence de ce pic ou des inversions de sécrétion.
qui peuvent être mises en lien avec certains troubles du sommeil qui sont rebelles chez ces enfants, qui sont un peu continus et rebelles aux règles hygiéniques et éducatives mises en place autour du sommeil. Et dans ces cas-là, aujourd'hui, on peut avoir l'option de proposer un traitement par en supplémentant en mélatonine, avec, dans un nombre de cas importants, des résultats intéressants. Et puis des troubles de l'alimentation, ça va pouvoir être des troubles pour même de la mastication, des troubles pour le passage aux morceaux, puis ensuite c'est souvent marqué par l'hypersélectivité alimentaire. Troisième année, s'il y a apparition du langage, il va toujours être marqué par des particularités dans la pragmatique, c'est-à-dire dans le langage utilisé en communication, dans la conversation. Et puis parfois aussi, on va retrouver certaines particularités dans sa forme, comme de l'écholalie, en particulier l'écholalie différée, qui est assez spécifique là pour le coup, parce que l'écholalie directe, ça peut se voir dans le développement de tout enfant à certaines phases. L'écholalie différée, c'est un petit peu plus spécifique, c'est des enfants qui tout d'un coup se mettent à réciter, mais ils ne récitent pas pour quelqu'un, c'est parce que ça les intéresse, ça leur fait plaisir, des échanges conversationnels qu'ils ont entendus, des bandes de sons de publicité, des dessins animés, des livres qui ont été lus, ils ont souvent avec une mémoire très 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 précise, et du coup ils vont pouvoir tout à fait hors contexte se mettre comme ça à parler, mais ça n'est pas du tout dans de la communication. On peut observer aussi beaucoup de difficultés à la mise en place des pronoms personnels avec des inversions entre je, tu et il. Des néologismes qui sont des mots qui sont inventés, qui n'appartiennent à aucune langue, que l'enfant invente et dont il dit que ça veut dire une chose précise pour lui, c'est fixe pour lui. Je pense que c'est relié au fait qu'à ce stade-là, ils n'ont pas encore réalisé que le langage était un code et que donc ils se font leur langage. Et puis souvent un timbre particulier, une prosodie souvent monotone et particulière, des enfants qui parlent comme des petits robots, voilà. Le manque d'intérêt pour les enfants du même âge, ou alors la recherche de contact maladroite, voire inadaptée. C'est vrai que souvent dans la première année de maternelle, ce sont des petits-enfants qui en début d'année peuvent être très isolés et qui vont s'isoler bien volontairement, donc ça va être remarqué, mais ça ne pose pas des problèmes majeurs. Et puis quand on est l'équipe d'intervention, on va peut-être être appelé un beau matin par l'école qui vous dit là ça va plus du tout, il devient agressif. Il pousse les autres sur la cour. Alors que jusque-là, sur la cour, il se mettait dans un petit coin, voire il essayait de rentrer dans la classe. Et là, il faut vite aller voir l'école, leur expliquer que certes c'est un problème, mais que c'est aussi le signe d'un progrès, que ça veut simplement dire que l'enfant est intéressé maintenant de relationner avec les autres, mais qu'il ne sait pas comment faire, donc il le fait d'une façon pas adaptée. Alors ça peut être poussé, ça peut être enserré dans leurs bras, enfin voilà, on peut voir toutes sortes de choses. Et donc là, il faut à la fois dire que ça c'est pousser, c'est non, et puis en même temps apprendre à l'enfant les bonnes façons d'entrer en relation. Les stéréotypies, là, qu'on va souvent voir plutôt s'intensifier. La pauvreté des jeux symboliques, ça c'est très très important. J'ai l'impression que j'ai sauté ça peut-être dans mes diapos tout à l'heure, j'en ai pas parlé de ça, parce que dans la deuxième année, apparition très très importante chez tous les enfants, c'est le jeu de faire semblant. À 18 mois, ils sont capables de jouer à la dinette, etc. Et chez les enfants avec TED, c'est un autre des signes à rechercher. Là aussi, les parents ne vont pas forcément venir en disant « il ne fait pas la dinette », surtout si c'est un premier enfant. C'est des choses à rechercher à l'examen, tout aussi importantes que le pointage dont j'ai parlé. Et donc, dans la troisième année, on est toujours dans cette absence ou pauvreté et caractère très monotone des jeux symboliques. On retrouve les centres d'intérêt inhabituels et ou intenses, et l'inadaptation des réponses émotionnelles avec colère. Donc, comme vous pouvez voir, les signes d'appel, ils peuvent orienter vers un développement atypique quand ils concernent le retrait relationnel,
des troubles du regard, la non-réponse à la voix, les activités répétitives. Mais ils peuvent aussi ne pas orienter du tout vers un développement atypique, être beaucoup plus banaux et fréquents, comme des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, un comportement agité, des colères, de l'opposition. En tout cas, ce qui est vécu par l'entourage comme de l'opposition. Donc ça explique qu'il faut être vigilant pour tous les enfants, finalement. Alors, un petit extrait vidéo. Sacramento, la capitale de la Californie, consacre un campus entier à la recherche sur l'autisme. L'objectif au Mind Institute est d'intervenir au plus tôt, lorsque la plasticité cérébrale est maximale. L'âge moyen du diagnostic est de 4 ans aux États-Unis contre 6 ans en France. Jessie a été diagnostiquée à 2 ans car son aîné, Simon, 4 ans, était suivi au Mind Institute. Pour repérer à quel moment émergent les symptômes, Sally Ozonoff a observé dès 6 mois 30 enfants dont les frères aînés sont atteints d'autisme. Ils auraient 5 fois plus de risques que les autres d'avoir ce trouble. Jessie en faisait partie. Elle l'a filmé de l'âge de 6 mois jusqu'à son diagnostic à 24 mois. Elle l'appelle par son prénom. La première fois, ça ne marche pas, mais la seconde fois, il la regarde droit dans les yeux. À 6 mois, beaucoup d'enfants ne répondent pas encore à leur prénom. C'était très bien qu'il y arrive déjà. Il la regarde bien dans les yeux, il est très intéressé. Il est tout sourire et il semble apprécier l'alternance dans le jeu. Il la regarde de façon soutenue pendant un temps assez long. Il comprend que les visages c'est important, que c'est central dans l'interaction. Dans cet extrait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'éléments préoccupants. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il était très calme. Il n'a fait aucune vocalisation, mais nous n'étions pas inquiets à ce stade. Et le fait qu'il soit calme ne voulait pas forcément dire grand-chose. À 12 mois, ce qui a commencé à nous inquiéter, et nous l'avons noté dans nos registres, c'est qu'il est très sérieux. C'est difficile d'obtenir un sourire de lui. Mais il regarde bien dans les yeux, il joue à coucou me voilà, il essaye de baisser la couverture pour faire durer le jeu, il semble comprendre le jeu, on dirait que ça l'intéresse, et il a regardé l'examinatrice un grand nombre de fois. Mais il est très sérieux et son visage est plutôt neutre. Il n'a pas un visage franchement expressif. Même à 16 mois, dans cette vidéo, il répond à son prénom. Mais à ce moment-là, nous avons commencé à nous inquiéter à son sujet. Entre 15 et 18 mois, il semble y avoir une perte d'intérêt pour tout ce qui est social. Vous pouvez le voir dans cet extrait, il y a une examinatrice à moins d'1 mètre de lui. Elle va l'appeler par son prénom à 6 reprises et il ne la regarde pas une seule fois. Puis elle se rapproche de lui au point d'être intrusive, elle lui parle, l'appelle par son prénom avec insistance, mais il reste focalisé sur son geste répétitif. Il continue à ouvrir et fermer son jouet. Mais je dirais qu'on est encore dans un stade entre deux où certains signes sont encourageants et d'autres inquiétants. Peu de temps après ça, les symptômes sont vraiment apparus et quand nous l'avons revu à 24 mois, il remplissait tous les critères du diagnostic d'autisme. À nouveau, il y a une examinatrice, elle est juste à côté de lui. Il manipule le même jouet, elle d'un côté, lui de l'autre, et il ne la regarde pas une seule fois. Si on avait compté la fréquence de ses regards vers elle dans le passé, on en aurait eu 6, 8, 10 exemples dans ce genre de vidéo. Et là, aucun. On peut donc voir clairement que certaines choses se sont vraiment dégradées avec le temps. Here he comes to see Jessie. Hi, Jessie. Chez les jeunes enfants observés, qui ont effectivement développé un autisme, les premiers signes sont apparus entre 6 et 18 mois. Pour la moitié d'entre eux, on a pu identifier les symptômes dès 12 mois. Le diagnostic a été posé entre 12 et 36 mois.
Intervenir à 20 mois nous donne de grands espoirs, car le cerveau change de façon spectaculaire, même chez l'enfant typique. Quand on pense à la manière dont la motricité évolue en un an, ou encore le langage, même quand le développement suit un cours normal. On sait que le cerveau est d'une grande plasticité à ce stade, et on espère qu'une intervention intensive à l'âge où le cerveau change déjà tellement aura un impact important. Peut-être que certains symptômes disparaîtront et d'autres se réduiront pour atteindre un niveau où ils ne gêneront plus l'enfant. C'est ça l'espoir. It's the hope.